L'Illusion dorée était un établissement où le montant de l'addition n'avait rien à voir avec la gastronomie et tout à voir avec le pouvoir. Un endroit où l'air conditionné semblait filtrer à travers des billets de banque et où le mépris était servi en accompagnement de chaque plat. Pour le personnel, c'était une prison aux barreaux dorés, un lieu d'humiliation quotidienne déguisé en service de luxe. Pour les ultra-riches, c'était un terrain de jeu, une scène privée où ils pouvaient exercer leur petite tyrannie sur ceux qu'ils considéraient comme invisibles. Mais lorsque Victoire de Grandlieu, une femme qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter sauf la décence, décida d'humilier une serveuse qui semblait n'avoir rien, elle commit une erreur fatale, une erreur de calcul qui allait effondrer son monde. Elle n'a pas simplement renversé une boisson, elle a déclenché une guerre nucléaire silencieuse. Ce qu'elle ignorait, dans son arrogance aveugle, c'était que cette serveuse n'était pas seulement une employée. Et l'investisseur mystérieux qui venait de franchir le seuil n'était pas juste un client. Ceci est l'histoire d'une leçon de karma magistrale, le jour où la femme invisible est devenue la personne la plus puissante de la pièce. L'illusion dorée se mourait. On pouvait le sentir sous les parfums coûteux de sa clientèle, une odeur insidieuse d'argent rance et de poussière, un parfum tenace de désespoir qu'aucun nettoyant industriel au citron ne pouvait effacer. Les lustres, lourds de cristal autrichien, semblaient pleurer plutôt que scintiller, projetant une lumière tamisée et lugubre sur les dorures fanées et les tapis cramoisis usés jusqu'à la corde. Dans ce cimetière opulent marchait Sophie. Pour le reste du personnel, elle était simplement Sophie, une femme discrète d'une trentaine d'années, effroyablement efficace, apparue un lundi matin comme par magie. Elle était un fantôme embauché par le siège social, et non par le directeur du restaurant, Martin Delacroix, ce qui en faisait immédiatement un objet de suspicion et de méfiance. Mais Sophie gardait la tête basse. Elle polissait l'argenterie avec un rythme méticuleux, ses mouvements fluides et pratiqués trahissant une discipline de fer. Elle avait mémorisé la carte des vins en une seule après-midi, identifiant correctement les notes de dégustation d'un Château Margaux 1982 que Martin ne savait même plus avoir en cave. Elle était, à tous égards, l'employée parfaite, mais elle était aussi un mystère total. Ce mardi matin, son 6e jour, l'atmosphère était différente. L'air dans le restaurant n'était pas seulement vicié, il était électrique, chargé d'une tension prémonitoire. « Il vient aujourd'hui », chuchota Martin, sa voix n'étant qu'une vibration aiguë et nerveuse. C'était un petit homme aux allures d'oiseau craintif, lissant constamment une mèche de cheveux qui ne trompait personne sur sa calvitie naissante. L'investisseur. Il ne prononça pas le nom. Dans les couloirs feutrés de l'Illusion dorée, l'investisseur était une figure mythique, une chimère financière qui allait soit tout les sauver, soit brûler le bâtiment pour toucher l'assurance. La table 12 a besoin d'eau, Martin, dit doucement Sophie en soulevant un lourd plateau chargé de carafes. Ne comprenez-vous pas, Sophie ? Sifflait-il en lui saisissant le bras, ses doigts moites serrant le tissu de son uniforme. Ce n'est pas une question d'eau. C'est une question de survie. Le groupe Castries. Ce groupe Castries. Ils envoient leur homme de confiance, leur bras droit. S'ils n'aiment pas l'ambiance, nous sommes tous, il fit un geste large et désespéré, à la rue, y compris moi. Y compris vous. Sophie regarda ses yeux paniqués, une lueur d'acier traversant brièvement son regard noisette. Dans ce cas, je vous suggère de lâcher mon bras et de me laisser apporter de l'eau à la table 12. Un client assoiffé crée une très mauvaise ambiance. Il recula, balbutiant, et elle s'éloigna, un spectre dans un uniforme noir et blanc impeccable. Son tablier était neuf, amidonné, d'un blanc éclatant, un contraste frappant avec les tabliers légèrement grisés et fatigués des autres membres du personnel. Alors qu'elle se déplaçait dans la salle à manger, elle n'était pas seulement une serveuse. Elle était un capteur hypersensible. Elle absorbait des données. Point de données numéro 1. Le velours de la banquette à la table 4 était déchiré. Le rembourrage dépassait, signe d'une maintenance différée et d'une crise de trésorerie aiguë. Point de données numéro 2. Le système de point de vente à la station de service avait planté 2 fois ce matin. Et Chloé, une jeune serveuse avec des cernes profonds sous les yeux, était au bord des larmes. Technologie obsolète, morale du personnel critique. Point de données numéro 3. Martin avait déjà offert 3 tables ce matin pour des plaintes mineures, signe d'une gestion faible et d'un contrôle des coûts inexistants. Elle était, comme son mari l'avait affectueusement appelé, un expert comptable légiste armé d'un plateau. À précisément 12h30, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent et la température dans la pièce chuta de 10 degrés. Ce n'était pas l'investisseur. C'était Victoire de Grandlieu. Victoire n'était pas juste une habituée. Elle était une plaie, une malédiction vivante. Elle était la fille de l'actuel et catastrophique propriétaire du restaurant. C'était une femme approchant la cinquantaine, préservée dans une coquille fragile d'argent, de rancune et de crèmes hydratantes hors de prix. Elle portait son sentiment de supériorité comme un manteau de fourrure en plein été, lourd, étouffant et ridicule. Aujourd'hui,
Elle était habillée pour la guerre dans un tailleur Chanel tranchant comme un rasoir. Et elle n'était pas seule. Elle traînait par la main un homme plus jeune, beau mais visiblement mal à l'aise, nommé David, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Martin !» tonnatait-elle. Tout le restaurant tressaillit. Martin Delacroix se précipita à travers la salle, s'inclinant comme un courtisan terrifié devant une reine folle. « Mademoiselle de Grandlieu, quel plaisir ! Votre table habituelle, bien sûr. Elle a intérêt à l'être, claquait-elle. Et j'espère que vous l'avez aérée. La dernière fois, ça sentait l'ail et les vieux. » Monsieur Henri, un gentilhomme âgé à la table 9, qui mangeait en effet du pain à l'ail, leva les yeux et soupira tristement. Victoire et David furent installés à la meilleure table de la maison, celle-là même que Martin essayait désespérément de réserver pour l'investisseur. Sophie observait, le visage passif, alors que Martin trébuchait sur ses propres pieds pour verser l'eau de Victoire, ses mains tremblant si fort qu'il renversa une goutte sur la nappe immaculée. Victoire le vit instantanément. « Êtes-vous ivre, Martin, ou juste incompétent ? Mes excuses, mademoiselle de Grandlieu. » Un tremblement dans la voix. « Trouvez-moi quelqu'un qui sait tenir une bouteille. Et je veux la nouvelle, dit-elle en pointant un ongle rouge sans directement sur Sophie. Celle qui n'a pas l'air sur le point de tomber en poussière. Toi. » Sophie sentit les yeux de toute la salle se poser sur elle. Chloé lui lança un regard de pure pitié. Le visage de Sophie resta un masque de service poli et professionnel. Elle prit un menu. Bien sûr. Elle marcha vers la table, chaque pas mesuré. Elle ne marchait pas seulement vers une table. Elle marchait dans le feu. Elle pensa à son mari, Arnaud, dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel, se préparant pour la réunion la plus importante de sa vie. Elle lui avait parlé ce matin même. « Tu es sûre de vouloir faire ça, Sophie ?» avait-il demandé, sa voix pleine d'inquiétude en ajustant sa cravate Brioni. Cette famille de Grandlieu, ce sont des requins, et leur restaurant saigne à blanc. Mon équipe peut gérer l'audit préalable. Sophie avait souri, ajustant le col de son chemisier simple et sans marque. Ton équipe ne peut pas voir ce que je peux voir. Ils regarderont les livres de comptes. Je regarderai les gens. Je serai tes yeux sur le terrain. Arnaud, ne sois juste pas en retard pour ton rendez-vous de 13h30. Et ne m'appelle pas Sophie de Castries. Ici, je suis juste Sophie. C'est plus humble. Il l'avait embrassée, un long baiser de soutien qui avait le goût du café et des transactions à 1 milliard d'euros. Sois prudente, mon amour. Je te verrai cet après-midi. Alors nous déciderons d'acheter cet endroit ou non. Maintenant, s'approchant de Victoire de Grandlieu, Sophie serra son carnet de commandes. Elle n'était plus la femme d'Arnaud de Castries. Elle était Sophie, la serveuse, et elle était sur le point de découvrir exactement jusqu'où allait la pourriture à l'illusion dorée. « Je suis Sophie. Je m'occuperai de vous aujourd'hui, » dit-elle, sa voix calme et égale. Victoire ne leva même pas les yeux de son téléphone. Elle faisait défiler Instagram avec un pouce furieux. Bien. 2 flûtes de Dom Pérignon 96. Frais. Pas sorti du frigo. Pas dans un seau depuis 5 minutes. Frais. Si je vois une goutte de condensation sur cette bouteille qui est plus chaude que 4 degrés, je la renvoie. Un Dom Pérignon 96. Un excellent choix, dit Sophie en prenant note. Et pour vous, monsieur ? David, l'accessoire à chignon, parla enfin. Oh. Juste une bière. Une pression. Victoire releva brusquement la tête. Une bière ? David, ne sois pas un paysan. Ce n'est pas un match de football. Il prendra la même chose. Et apportez-nous la corbeille de pain. Mais je veux seulement le pain bio, pas le levain, pas le seigle. Si je vois une graine, je hurle. Allez. Tout de suite, dit Sophie en se retirant avec un petit signe de tête professionnelle. Elle se dirigea vers la station de service. Chloé était là, polissant frénétiquement des fourchettes. Et, chuchota Chloé, sans croiser son regard. Bonne chance. Elle est d'une humeur massacrante. Son père, monsieur de Grandlieu, est sur le point de perdre le restaurant. La banque saisit les biens. Cet investisseur aujourd'hui est sa dernière chance. Alors, elle est. Ouais, c'est une brute, déclara Sophie, sa voix plate. Elle entra la commande du Dom Pérignon dans l'ancien ordinateur. C'est un monstre, corrigea Chloé. La semaine dernière, elle a fait pleurer notre meilleur barman, Miguel. Elle a dit que son accent faisait baisser la valeur de l'immobilier. Il travaillait ici depuis 20 ans. Il a démissionné sur le champ. Sophie s'arrêta, la main sur la souris. Il a démissionné. Ouais, c'est pour ça que Martin est dans cet état. L'investisseur l'a saisi, et son seul bon barman est parti. Tout ça à cause d'elle.
La voix de Chloé était épaisse de ressentiment. Nous attendons tous la fin. Je postule au Marriott en bas de la rue. Au moins, ils ont une mutuelle dentaire. C'était la donnée que Sophie était venue chercher. C'était le coût humain. Le restaurant n'était pas juste un bâtiment. C'était un réseau de vie, et Victoire de Grandlieu était l'araignée au centre, empoisonnant tout. Sophie exécuta le service du vin sans faille. Elle présenta la bouteille. La température était parfaite. Elle l'ouvrit avec un soupir feutré et professionnel. Elle versa. Victoire prit une gorgée, son visage se tordit en une grimace d'analyse. C'est adéquat, concéda-t-elle, ce qui venant d'elle était un éloge suprême. Bonne dégustation, dit Sophie. Pendant l'heure suivante, Sophie opéra dans un état de conscience accrue. Elle était une ballerine dans un champ de mine. Elle servit la corbeille de pain uniquement bio. Elle prit leur commande. Victoire exigea le homard thermidor, un plat qu'il n'avait pas eu au menu depuis 5 ans. Le chef sera ravi de vous le préparer, madame, mentit Sophie avec fluidité. Il faudra peut-être un peu de temps pour se procurer le homard. Alors procurez-le, claqua Victoire. À quoi servez-vous d'autre? Sophie alla en cuisine. Le chef, un homme costaud nommé Étienne, qui avait l'air d'avoir perdu un combat contre un ours, vit la commande et leva les bras au ciel. Thermidor pour elle? Est-elle folle? Je n'ai pas de homard. Les fournisseurs nous ont coupé les vivres. Le crédit de monsieur de Grandlieu ne vaut plus rien. Chef, dit Sophie, projetant un calme qu'elle ne ressentait pas. C'est la fille du propriétaire et l'investisseur arrive. Nous devons passer ce déjeuner. Il n'y a pas de homard, Sophie. Sophie regarda autour de la cuisine, frénétique, désespérée. Elle vit la mise en place du plateau de fruits de mer. 4 grandes moitiés de homard décoratives, non cuites, reposant sur la glace, attendant un plateau qui ne serait jamais commandé. Donnez-moi l'un de ceux-là, dit Sophie en pointant du doigt. C'est pour la décoration. Faites-le bouillir, ordonna Sophie. Maintenant, je vais faire la sauce, le gruyère, le cognac, la moutarde. Donnez-les-moi. Nous ne faisons pas du thermidor classique. Nous faisons un miracle. Le chef la fixa. Vous cuisinez? Je dit Sophie. Pendant les 20 minutes suivantes, Sophie, toujours dans son tablier blanc, se déplaça dans la cuisine chaotique et en sous-effectif avec la grâce d'un général. Elle trouva les ingrédients. Elle déglaça la poêle. Elle dirigea le commis. Elle ne connaissait pas seulement la recette, elle la maîtrisait sur le bout des doigts. Le personnel de cuisine, qu'il avait auparavant considéré avec suspicion, regardait maintenant avec admiration. Quand le plat fut terminé, dressé magnifiquement, elle le porta elle-même. Elle le plaça devant Victoire, le homard thermidor improvisé. Mes compliments au chef pour avoir sécurisé cela pour vous. Victoire le fixa. Elle le renifla. Elle le piqua avec sa fourchette. David avait juste l'air affamé. Victoire prit une bouchée. Elle mâcha. Et pour la première fois ce jour-là, son visage se détendit. Un regard de plaisir authentique et pur. Mon Dieu, chuchota-t-elle. C'est exactement comme mon grand-père le prenait. C'est parfait. Sophie s'autorisa un petit sourire intérieur. Bon appétit, madame. Elle se tourna pour partir, sentant une petite victoire. Elle avait résolu le problème. Elle avait géré l'ingérable. Servius. Appela Victoire. Sophie se retourna. C'est parfait, ce qui est un problème, ma fille, dit Victoire, ses yeux se plissant. Ce porc d'Étienne me cachait les bonnes choses. Il gardait le bon stock pour lui. Martin. Hurla-t-elle. Martin. Martin arriva en courant, le visage masqué par la terreur. Oui, mademoiselle de Grandlieu, je veux que le chef Étienne soit viré immédiatement. Il a commis une fraude au homard. Le cœur de Sophie se serra. Elle n'avait pas résolu le problème. Elle en avait créé un nouveau. Mademoiselle de Grandlieu, interjeta Sophie. G2 insister. Le chef a fait des pieds et des mains. C'était mon initiative. Yeah. Victoire tourna son regard glacé vers Sophie. Toi, la nouvelle. Tu insistes? Tu insistes sur quelque chose dans le restaurant de mon père? Elle se leva. Toute la salle à manger, qui bourdonnait, devint silencieuse. Le seul bruit était le tintement de la glace dans le verre d'eau de monsieur Henri. Toi, siffla Victoire, tu es une domestique. Tu n'insistes pas. Tu ne parles pas. Tu ne penses pas. Tu sers, c'est tout. Et tu viens de parler hors de ton tour. Martin, est-ce le genre de personnel que vous embauchez? Des gens qui insistent? Non, madame. Absolument pas. Sophie, excusez-vous auprès de mademoiselle de Grandlieu. Sophie tint bon.
Il n'y a rien à excuser. Le personnel de cuisine accomplit un miracle pour vous à votre demande. Il devrait être remercié, pas viré. Le visage de Victoire, qui avait été un masque de colère, devint maintenant celui d'une incrédulité théâtrale pure. Elle me fait la leçon. Elle regarda David. David, elle me fait la leçon. David s'enfonça dans son siège, désespéré de disparaître. Oh, je vois ce que c'est, dit Victoire, un sourire cruel s'étendant sur son visage. Tu es une de celles-là. Une petite guerrière de la justice sociale dans un tablier en polyester. Tu penses que tu vaux mieux que ça, n'est-ce pas? Tu penses être intelligente? Elle prit son verre. C'était un cocktail pétillant à la grenade et à la canneberge, une concoction sucrée et collante hors menu qu'elle avait forcé le nouveau barman terrifié à faire. Tu sais ce qu'on fait avec les filles intelligentes qui prennent la grosse tête, Sophie? Les yeux de Sophie se portèrent sur le verre. Elle savait ce qui allait arriver. Elle se prépara. On leur apprend, dit Victoire, sa voix étant un ronronnement bas et vicieux, à connaître leur place. Le temps ralentit. Sophie vit le geste avant qu'il ne se produise. Elle vit l'éclat malveillant dans les yeux de Victoire, le léger resserrement de ses doigts sur le verrou, l'angle calculateur alors qu'elle mesurait la distance. Ce n'était pas un accident. C'était une performance. Tu n'es qu'une ordure, chuchota Victoire comme si elle partageait un secret. Tu es jetable, remplaçable, un salaire minimum. Rien. Et d'un coup sec du poignet, elle lança la boisson. Ce n'était pas un petit renversement. C'était une éclaboussure délibérée, violente, par-dessus la tête. Le liquide rouge sang, glacé et collant, frappa Sophie en plein thorax. Le choc du froid fut si intense qu'il y fit couper le souffle. Le liquide rouge vif trempa instantanément son tablier blanc immaculé, le tachant d'un cramoisi horrible et dégoulinant. Il coula le long de son devant, trempant son chemisier noir, son pantalon, ses chaussures. Des glaçons s'éparpillèrent sur le sol, dérapant comme des souris terrifiées. Le restaurant entier, les 23 dîneurs, s'arrêta. Une fourchette à mi-chemin d'une bouche se figea. Une conversation sur le golf se tut. Monsieur Henry à la table 9 haleta auditivement. Oh mon Dieu! Sophie resta juste là, dégoulinante, humiliée. Le sirop collant était déjà froid sur sa peau. Une graine de grenade était collée à sa joue comme une larme grotesque. Victoire de Grandlieu, le bras toujours tendu, laissa échapper un petit soupir satisfait. Elle reposa le verre maintenant vide sur la table avec un petit clic sec. « Oups !» dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sollicitude. « Que je suis maladroite. » David, son compagnon, trouva enfin sa voix. « Victoire, mon Dieu, tu ne peux pas juste. » Oh, Ty's toy, David. Elle claqua, ne quittant pas Sophie des yeux. C'est juste une boisson, et c'est juste une serveuse. C'est ce pourquoi elle est payée, pour nettoyer les dégâts, même quand elle est le dégât. Elle se tourna vers le reste de la salle à manger silencieuse et fixe. Le spectacle est fini tout le monde. Juste un petit accident. Mais personne ne bougea. Ils regardaient tous Sophie. Sophie, à ce moment-là, ne pensait pas au froid. Elle ne pensait pas à l'humiliation. Elle pensait à la thèse d'investissement d'Arnaud. Une marque est une promesse. Il disait toujours, la promesse de marque de l'illusion dorée est le luxe, mais elle livre le chaos. Nous devons découvrir si les fondations sont solides ou si elles sont pourries jusqu'à la charpente. Sophie, debout dans une flaque de cocktail designer, avait enfin sa réponse. C'était pourri jusqu'à la charpente. Nettoie-toi. Victoire ricana, se rasseyant et tamponnant ses lèvres avec une serviette. Tu goûtes sur mes chaussures. Du coin de la salle, Martin Delacroix, qui avait été figé par l'horreur, se défigea enfin. Mais il ne courut pas pour aider Sophie. Il courut vers Victoire. Mademoiselle de Grandlieu, est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, votre table est mouillée. Laissez-moi trouver quelqu'un pour. Faites-la juste sortir d'ici, dit Victoire en désignant Sophie. Sa présence même me coupe l'appétit. Et envoyez-moi l'addition. Je refuse de payer mon propre repas. J'ai dû endurer un service terrible. Oui, bien sûr, mademoiselle de Grandlieu. Tout de suite. Martin se tourna vers Sophie, son visage d'un violet furieux et terrifié. Sophie, qu'est-ce que vous faites? Partes. Allez à l'arrière. Nettoyez. Partes. Vous êtes viré. Vous êtes viré. M'entendez-vous? Sophie regarda Martin. Tout son corps tremblait. Il la virait pour apaiser le monstre à la table. Viré? Demanda Sophie, sa voix dangereusement calme. La graine de grenade tomba de sa joue. Oui, viré. Vous avez agité la cliente. Vous avez causé cela. Maintenant sortez de ma vue avant que l'investisseur n'arrive.
La mention de l'investisseur fut comme une cloche. Il était 13h29. Comme sur un signal, les grandes portes en chaîne de l'illusion dorée s'ouvrirent à la volée. Le carillon fut assourdissant dans la pièce silencieuse. Un homme entra, sa silhouette se découpant un instant contre la lumière vive de l'après-midi. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Martin. Ses cheveux étaient d'un argent distingué aux tempes. Il était flanqué de 2 autres personnes, une femme au regard vif avec une tablette, Madame Simon, et un homme aux larges épaules qui scannait la pièce avec des yeux intelligents et vigilants, Monsieur Ramirez. Ce n'était pas un homme qui marchait. C'était un homme qui arrivait. Le cœur de Martin de la Croix s'arrêta. Il sut instantanément qui c'était. C'était le pouvoir. C'était l'homme qui l'attendait. « Oh mon Dieu !» souffla Martin, essuyant ses paumes moites sur son pantalon. Il abandonna complètement la scène à la table de victoire. « Monsieur. » Monsieur de Castries, n'est-ce pas? Il se précipita, une course désespérée en crabe vers la porte d'entrée, tentant d'intercepter l'homme avant qu'il ne puisse voir le désastre au milieu de la pièce. Monsieur de Castries. « Monsieur, bienvenue. » Bienvenue à l'Illusion dorée. Je suis Martin de la Croix, le directeur général. Nous sommes si honorés de vous avoir. Si très honorés. S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer votre table. La meilleure de la maison. Arnaud de Castries sourit, un sourire poli et mince d'école de commerce. Monsieur de la Croix, merci pour... Il s'arrêta. Ses yeux scannèrent la pièce. C'était le scan d'un homme qui ne manquait rien. Il vit les dîneurs choqués. Il vit le personnel terrifié. Il vit le regard suffisant et triomphant sur le visage de Victoire de Grandlieu. Et puis il la vit. Il vit la femme au centre de la pièce, debout dans une flaque, dégoulinant d'un liquide rouge et collant. Il vit le tablier blanc taché de cramoisi. Il vit Sophie. Le sourire poli disparut. La température dans la pièce, qui avait été froide, plongea dans un hiver arctique. Le visage d'Arnaud de Castries, qui avait été celui de la courtoisie professionnelle, se transforma. Il devint quelque chose de dur, quelque chose de froid, quelque chose d'effrayant. Il ignora Martin qui babillait et rampait. Il ignora les regards. Il commença à marcher. Il passa devant Martin comme s'il était un meuble. Il marcha d'un pas long, mesuré et furieux, directement vers le centre de la pièce. Ses associés, Simon et Ramirez, le suivirent, leur visage passant de la confusion professionnelle à une alarme authentique. Il ne s'arrêta pas avant d'être debout directement devant Sophie. Il ne dit pas un mot à Victoire. Il ne regarda pas Martin. Ses yeux, d'un bleu profond et perçant, étaient uniquement pour Sophie. Il regarda l'attaque. Il regarda son visage. Le sien était un masque de rage contrôlé. « Chérie, dit-il, sa voix un grondement bas qui coupa à travers le silence. « Est-ce que ça va ?» Victoire de Grandlieu, entendant cet homme quasi divin dans son costume à 10 000 € appeler cette serveuse chérie, laissa échapper un son semblable à un chat étranglé. « Pardon ?» claqua Victoire, son arrogance revenant au galop. « Qui êtes-vous, et pourquoi parlez-vous au personnel ?» Arnaud de Castries ne se retourna pas. Il garda ses yeux sur Sophie. Sophie, qui avait été une statue d'humiliation, laissa enfin échapper un petit souffle tremblant. « Arnaud, tu es en avance. » La macoira d'Arnaud s'asserra. Il commença lentement, délibérément, à déboutonner sa veste de costume. « C'est un problème d'employé, » bégaya Martin, rattrapant enfin son retard, réalisant que la scène qu'il essayait de cacher était maintenant au centre de l'attention. « Monsieur de Castries, s'il vous plaît, allons à votre table. Je suis juste en train de virer cet employé pour son incompétence. » Arnaud ôta sa veste. C'était du Brioni, doublé de soie. Il prit la veste et ne la jeta pas ni ne la tendit. Il la drapa avec une tendresse infinie sur les épaules de Sophie, couvrant la tache horrible et collante. La salle haleta. C'était un geste d'une intimité si profonde, d'une richesse et d'un pouvoir non dit si stupéfiant qu'il aspira l'air de la pièce. Seulement alors Arnaud de Castries se tourna-t-il. Il tourna la tête lentement et fixa Victoire de Grandlieu avec un regard de pure fureur froide qui la fit physiquement reculer dans son siège. Il parla et sa voix n'était pas forte. C'était pire. C'était calme et c'était létal. « Pourquoi faites-vous du mal à ma femme ?» Le silence qui suivit ne fut pas juste une absence de bruit. C'était une chose physique, une couverture lourde et suffocante qui appuyait sur chaque personne présente à l'illusion dorée. « Femme !» Le mot tomba des lèvres de Martin de la Croix comme une dent cassée. Son visage, qui avait été violet, devint d'un blanc cendre fantomatique. Il regarda le milliardaire investisseur, Monsieur de Castries, puis la serveuse dégoulinante, Sophie,
et de nouveau le milliardaire. La veste Brioni sur ses épaules était la pièce manquante d'une équation qu'il ne pouvait pas résoudre. Mais il savait que la réponse était terrifiante. Victoire de Grandlieu, pour la première fois de sa vie, était sans voix. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun son ne sortit. Elle regarda Sophie, la regarda vraiment, et vit non pas une serveuse, mais la femme qui portait cette veste. La femme qui avait été appelée chérie. Femme, balbutia finalement Victoire, sa voix un couinement aigu. Vous plaisantez. C'est absurde. Elle essaya de rire, un son cassant et laid. C'est une serveuse. Elle travaille pour moi. Vous la défendez probablement juste. Peut-être que vous couchez avec elle. Monsieur Ramirez, l'associé aux larges épaules d'Arnaud, fit un pas en avant. Madame, sa voix était un avertissement. Arnaud leva une main. Il n'avait pas besoin de sécurité. Ces mots étaient ses armes. Mademoiselle de Grandlieu, dit Arnaud, sa voix toujours terriblement calme. Je m'appelle Arnaud de Castries. Je suis le PDG du groupe Castries. Et voici, dit-il en mettant son bras autour de la taille de Sophie et en la tirant protectrice contre son flanc, Sophie de Castries, ma femme, cofondatrice du groupe et stratège en chef de tout notre portefeuille d'acquisition. Il tourna son regard vers Martin Delacroix tremblant. Monsieur Delacroix, n'est-ce pas? Ma femme travaille ici sous son nom de jeune fille depuis 6 jours. 6 jours? Bégaya Martin. Mais son CV, l'agence. L'agence était mon département des ressources humaines, dit Arnaud. Son CV était une fabrication. Nous effectuions notre audit préalable final sur votre établissement, qui comme vous le savez est en défaut de paiement catastrophique sur ses prêts avec la Banque nationale. Le sang de Victoire se glaça. La banque. Mon père, votre père, Marcus de Grandlieu, a obtenu une extension, continua Arnaud, en attente de notre investissement. On lui a dit que nous envoyions un évaluateur. On ne lui a juste pas dit qui. Il regarda Sophie, sa veste drapée sur elle. Ma femme, qui a commencé sa carrière en payant ses études comme serveuse, croit qu'on ne peut pas comprendre une entreprise en regardant un tableur. Il faut la regarder dans les yeux. Il faut. Eh bien, il fit un geste vers son tablier trempé en dessous. Faire l'expérience du service de première main. Sophie, qui était restée silencieuse, parla enfin. Sa voix était stable. Et ce que j'ai vécu, Arnaud, c'est une entreprise qui n'est pas seulement en défaut de paiement. Elle est moralement en faillite. Elle regarda Victoire. J'ai vécu une culture de gestion qui non seulement permet aux brutes d'abuser du personnel, mais l'encourage. Un directeur, elle regarda Martin, qui préférerait virer une bonne employée plutôt que de tenir tête à une enfant gâtée. Je ne suis pas une enfant. Hurla Victoire, retrouvant sa voix. C'est mon restaurant. Mon père. Je vais appeler mon père. Il va quoi? Madame Simon, l'associée d'Arnaud, parla pour la première fois. Elle tapota sa tablette. Il va vous dire que l'appel final de la banque était à 13 heures. Que sa dernière extension a expiré il y a 30 minutes. Que la seule chose qui retenait la saisie était une offre d'acquisition en attente du groupe Castries. Le visage de Victoire était une toile d'horreur naissante. Une offre, dit Arnaud, qui était conditionnelle au rapport final de Sophie. Il regarda sa femme. Eh bien, chérie, quel est le rapport? L'illusion dorée est-elle un investissement sain? Sophie regarda autour de la pièce silencieuse et stupéfaite. Elle regarda Chloé, qui se cachait près de la station de service, les yeux écarquillés d'un mélange de terreur et d'admiration. Elle regarda Monsieur Henri, qui observait avec un petit sourire complice. Elle regarda le personnel de cuisine, qui avait sorti la tête, y compris le chef Étienne. Et finalement, elle regarda Victoire de Grandlieu, une femme qui avait construit toute son identité sur une fondation de sable qui était à cet instant même en train de s'effondrer. Non, Arnaud, dit Sophie, sa voix sonnant avec clarté. Les fondations sont pourries. La marque est toxique. L'illusion dorée est à démolir. Victoire laissa échapper un petit sanglot étranglé. Non, mais, continua Sophie. Arnaud haussa un sourcil. Les gens, dit Sophie. Certains d'entre eux valent la peine d'être sauvés. La cuisine, malgré le manque de ressources, a du talent. Le chef Étienne est brillant. Il est juste terrorisé. Et Chloé, elle fit signe à la jeune serveuse, est intelligente, loyale et désespérée d'avoir un leader. Alors, dit Arnaud, nous n'achetons pas. Non, dit Sophie. Nous n'achetons pas. Nous saisissons. Attendez, quoi? Jappa Martin. Madame Simon tapota de nouveau sa tablette. Le groupe Castries n'achètera pas la marque L'Illusion Dorée. À 13h31, j'ai, sur instruction de Monsieur de Castries,
Retirez notre offre. Non. Hurla Victoire. Ceci, continua Madame Simon, a déclenché la clause de défaut de la banque. La banque est maintenant le créancier principal. Et à 13h32, SK Holdings, une société écran privée détenue par Madame de Castries, a fait une offre en espèces à la Banque nationale pour acheter la dette. Racheterla. Qu'est-ce que ça veut dire? Exigea Victoire. Arnaud sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. Cela signifie, mademoiselle de Grandlieu, que dans environ, il vérifia sa montre, 45 minutes, quand la signature électronique de la banque passera, ma femme sera la nouvelle créancière de votre père. Cela signifie qu'elle possédera ce prêt, elle possédera ce bâtiment, elle vous possédera. La pièce était silencieuse. Puis David, le rendez-vous de Victoire, se leva calmement. Il jeta 2 billets de 100 € sur la table. Victoire, dit-il. C'était instructif. Je t'appellerai. Il se tourna et marcha, non, courut hors du restaurant. Victoire était seule. Victoire de Grandlieu fixa l'endroit où David avait été. Il était parti. Le Dom Pérignon 96 était à moitié vide. Le homard Thermidor était à moitié mangé. Sa vie était finie. Vous ne pouvez pas, chuchota-t-elle, sa voix se brisant. La bravade, l'armure plaquée Chanel s'était finalement brisée. C'est ma maison, mon héritage. Votre héritage, dit Sophie en s'avançant. Elle portait toujours la veste d'Arnaud, mais elle ne ressemblait plus à une serveuse. Elle ressemblait à une reine. Votre héritage est un personnel qui vous est, un chef que vous avez essayé de virer pour avoir fait son travail, et une traînée de dettes si longue qu'elle a son propre code postal. Votre héritage, c'est ça. Elle fit un geste vers la flaque rouge collante sur le sol. Vous avez fait ça, Victoire. Pas aujourd'hui. Vous avez fait ça tous les jours depuis 10 ans. Vous avez traité les gens comme s'ils étaient de la boue sous votre talon. Vous avez oublié la règle la plus importante des affaires. Celle sur laquelle mon mari et moi avons construit toute notre entreprise. Et c'est quoi? Cracha Victoire. Une dernière étincelle pathétique de défi. Que les gens qui polissent l'argenterie, dit Sophie, sont plus importants que les gens qui l'utilisent, parce que ce sont d'eux qui savent où les cadavres sont enterrés. Ce sont d'eux qui savent si les fondations sont pourries. Arnaud pressa l'épaule de sa femme. Monsieur Delacroix. Martin, qui essayait de se fondre dans le papier peint, sursauta. Oui, monsieur de Castries, vous êtes viré. C'était énoncé si simplement, si factuellement. C'était plus dévastateur qu'un cri. Mais monsieur, je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle était votre femme, j'aurais traité comme une royauté. Et c'est précisément pourquoi vous êtes viré, dit Arnaud. Vous auriez dû la traiter comme un être humain. Vous avez échoué. Monsieur Ramirez va vous escorter à votre bureau. Vous avez 10 minutes pour rassembler vos effets personnels. Vos indemnités seront inexistantes. Je crois que votre contrat a une clause de faute lourde. Et je crois, Madame Simon, que permettre et participer à l'agression d'un autre employé se qualifie. En effet, monsieur, dit Madame Simon, composant déjà un numéro. Agression. Quina Martin. C'était une boisson. Monsieur Ramirez, dit Arnaud, est un ancien de la police criminelle. Il a déjà téléchargé les images de sécurité de votre système très obsolète. C'est très clair. Vous pourrez argumenter au tribunal, monsieur Delacroix, ou vous pouvez partir. Maintenant. Martin Delacroix, un homme brisé en 30 secondes, se dégonfla. Il hocha la tête, les yeux morts, et marcha avec monsieur Ramirez vers son bureau. Maintenant, c'était juste Victoire. Elle était assise à sa table, entourée des débris de son déjeuner. Elle semblait petite, pathétique. Et moi? Chuchota-t-elle. Qu'est-ce qui m'arrive? Arnaud et Sophie se regardèrent. Eh bien, dit Arnaud. Vous êtes une cliente, et une cliente qui n'a pas payé son addition. Le repas était offert, insista Victoire. Par monsieur Delacroix, dit Sophie, qui n'est plus le directeur. Et elle sourit, suis la nouvelle directrice par intérim, et j'annule l'offre. Madame Simon, quel est le total pour 2 flûtes de Dom 96, une corbeille de pain et un homard miracle? 2456 € et 30 centimes, dit Madame Simon sans cligner des yeux. Yeah. Je n'ai pas ça, bégaya Victoire. Mon père paie. Votre père, dit Sophie, ne possède plus ce restaurant. Je le possède, ou je le posséderai dans 43 minutes. Donc, vous avez un choix. Vous pouvez partir sans payer, auquel cas j'appellerai la police et vous ferai arrêter pour filouterie et agression. Elle toucha le revers collant de la veste d'Arnaud.
C'est un costume à 10 000 €. C'est du vandalisme criminel au minimum. Le visage de Victoire était un masque tragique et effondré. Vous me feriez ça? Vous avez fait ça, répliqua Sophie. À moi. Quand vous pensiez que je n'étais rien. Elle se pencha. Ou vous pouvez payer votre addition, et vous pouvez le faire en nettoyant. Nettoyer. Oui. Vous êtes une rien, jetable, remplaçable, n'est-ce pas? C'est un gâchis. Mon gâchis sur le sol. Celui que vous avez fait. Vous pouvez vous mettre à quatre pattes dans votre tailleur Chanel et vous pouvez nettoyer tout ce gâchis collant et dégoûtant, et ensuite vous pouvez partir et ne jamais, jamais revenir. Vous êtes un monstre, pleura Victoire. De grosses larmes noires de mascara roulant sur ses joues. Non, dit Sophie. Je suis un miroir, Victoire. Je vous montre juste exactement qui vous êtes. Victoire regarda la flaque. Elle regarda Arnaud de Castries, un homme d'un pouvoir impossible. Elle regarda Sophie, la reine serveuse, et elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Où est le balai? Chuchota-t-elle. Oh non, dit Sophie avec un sourire mince et froid. Nous n'utilisons pas de balai pour ça. C'est un travail à genoux. Chloé. Chloé, qui observait depuis l'ombre, s'avança, les yeux écarquillés. Chloé, dit Sophie, s'il te plaît, apporte à mademoiselle de Grandlieu un seau d'eau, une éponge et une serviette. Et prends ton temps. Les 20 minutes suivantes furent les plus atroces et les plus satisfaisantes de l'histoire de l'illusion dorée. Chloé revint avec un seau fumant d'eau savonneuse, une seule éponge usée et 2 serviettes élimées. Elle les plaça sur le sol à côté de Victoire avec un petit sourire en coin pas entièrement caché. Victoire de Grandlieu, fille de Marcus, terreur du personnel, regarda le seau. Elle regarda ses Manolo Blahnik blancs à 500 €. Elle regarda le sol jonché de glaçons rouges et collants, et avec un sanglot qui était moitié rage et moitié désespoir total, elle se mit à quatre pattes. Les dîneurs du restaurant, qui regardaient tout ce feuilleton en temps réel, étaient rivés. Monsieur Henri à la table 9 avait commandé un cognac pour apprécier le spectacle. Victoire, son tailleur blanc se froissant, ses cheveux parfaits tombant sur son visage, commença à frotter. Elle frottait le gâchis qu'elle avait fait, ses larmes se mélangeant au cocktail à la grenade. C'était un baptême par l'humiliation. Sophie observait, les bras croisés, le visage illisible. Arnaud se tenait à côté d'elle, sa main étant une présence chaude et solide dans son dos. « Tu es sûr de ça, chérie ?» chuchota-t-il, pour ses oreilles seulement. « Elle ne m'a pas juste agressé, Arnaud, » chuchota Sophie en retour. « Elle a agressé les 20 ans de service de Miguel. Elle a agressé la dignité de Chloé. Elle a agressé la passion du chef Étienne. Ce n'est pas pour moi. C'est pour eux. C'est le poison qu'on extrait. » Alors que Victoire frottait, Sophie se tourna vers le reste de la salle. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, sa voix forte. « Je m'appelle Sophie de Castries. Je m'excuse pour l'interruption de votre repas. Comme vous l'avez probablement compris, l'illusion dorée subit un changement immédiat de propriétaire. » Elle sourit, un sourire authentique et chaleureux. « Pour le désagrément, tous vos repas aujourd'hui sont, bien sûr, offerts par la maison. » Un crépitement d'applaudissements. Monsieur Henri leva son verre de cognac. « Brava, jeune fille. » Brava. Cependant, continua Sophie, ce restaurant fermera ses portes dès maintenant pour une rénovation complète d'1 mois. Nous avons découvert une pourriture structurelle profonde qui doit être traitée. Elle regarda ostensiblement Victoire, qui ne faisait maintenant que déplacer de l'eau tachée de rouge. Quand nous rouvrirons, dit Sophie, ce ne sera pas l'illusion dorée. Ce nom, cette marque, c'est fini. Nous rouvrirons en tant que quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de bienveillant. Elle marcha vers la cloison de la cuisine. Le chef Étienne se tenait là, sa toque blanche à la main. « Chef, » dit Sophie. « Madame. » Madame de Castries, bégaya-t-il. « ce homard. »« Chef, » dit Sophie. « C'était le meilleur homard thermidor improvisé que j'ai jamais vu. Vous êtes un génie. Vous êtes aussi lamentablement sous-payé et sans soutien. » Yeah. Oui, acquiesça-t-il. Comment aimeriez-vous être le chef exécutif avec une nouvelle cuisine, un nouveau budget et une part de partenariat complet dans le nouveau restaurant? Les yeux du chef se remplirent de larmes. C'était un homme grand et bourru, et il pleura ouvertement. Yeah. Yesarais honor. Madame. Honoré. Bien, dit Sophie. Nous commençons à planifier le nouveau menu demain. Rentrez chez vous, reposez-vous. Vous l'avez mérité. Il hocha la tête, sans voix, et disparut dans la cuisine. Un homme nouveau. Ensuite, Sophie marcha vers Chloé, qui essuyait nerveusement une table déjà propre.
Chloe? Oui, Madame de Castries. Depuis combien de temps es-tu serveuse? 3 ans, Madame. Ici. Je suis aussi en cours du soir, gestion d'entreprise. Le sourire de Sophie s'élargit. Bien sûr que tu le es. Eh bien, Chloé, comment aimerais-tu être la nouvelle directrice générale de cet établissement? Chloé laissa tomber le chiffon. Madame, moi? Mais Martin. Martin était un lâche, dit simplement Sophie. Je n'ai pas besoin d'un lâche. J'ai besoin d'un leader. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce qui ne va pas ici et qui a le courage de le corriger. Je t'ai observé pendant une semaine. C'est toi qui replies les serviettes quand personne ne regarde. C'est toi qui te souviens du nom de Monsieur Henry. C'est toi qui as essayé de me prévenir à son sujet. Elle pointa du doigt Victoire qui frottait toujours. Le poste est à toi. Salaire complet plus bonus. Et le groupe Castries paiera bien sur le reste de tes frais de scolarité. Tu n'es plus juste en cours du soir. Tu es une cadre à partir de maintenant. Chloé éclata en sanglots, une main volant à sa bouche. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Ne me remercie pas, dit Sophie en lui tendant une serviette propre. Merci d'avoir tenu bon. Maintenant, dit-elle, sa voix devenant d'acier. Ton premier acte officiel en tant que directrice. Elle pointa Victoire. Elle a fini. Le sol était en effet propre. Enfin, presque. Victoire était une piètre nettoyeuse, mais la flaque avait disparu. Victoire, son tailleur ruiné, son mascara un désastre, ses cheveux une masse humide et filasse, se leva lentement. Elle était à ce moment-là juste une femme brisée, pathétique. Maintenant je peux partir? Chuchota-t-elle. Sophie regarda Chloe. Chloé prit une profonde inspiration. Elle se redressa. La serveuse terrifiée avait disparu. À sa place se trouvait une directrice. Mademoiselle de Grandlieu, dit Chloé, sa voix ne tremblant qu'un tout petit peu. Vous avez manqué une tâche. La tête de Victoire se releva brusquement, prête à se battre. Mais un regard de Sophie et un d'Arnaud lui dirent que le jeu était terminé. Elle se pencha. Elle essuya la tâche. Merci, dit Chloé. Votre addition est réglée. Maintenant sortez et ne revenez jamais, jamais. Victoire de Grandlieu, sans argent, sans pouvoir et sans dignité, attrapa son sac à main, ses chaussures à 500 € faisant un bruit de succion avec l'eau sale, et elle courut hors du restaurant. Les portes en chêne claquèrent derrière elle, et pour la première fois depuis des années, le personnel de l'Illusion dorée respira. Le lundi suivant, un mois plus tard, le bâtiment était méconnaissable. Le lourd cramoisi et l'or oppressant avaient été arrachés. À leur place se trouvaient des bois chauds, un éclairage doux et invitant, et un mur végétal vibrant de plantes vertes. La poussière avait disparu. Le désespoir avait disparu. L'illusion dorée n'était plus. Une enseigne simple, élégante, en acier brossé, était accrochée au-dessus de la porte, la table des moineaux. À l'intérieur, le restaurant vibrait d'une nouvelle sorte d'énergie. C'était le soir de l'ouverture et l'endroit était bondé. Pas avec la vieille clientèle guindée, mais avec une nouvelle foule vibrante. Artistes, entrepreneurs technologiques et amoureux de la nourriture. Dans la cuisine, le chef Étienne, paraissant 10 ans plus jeune, commandait une toute nouvelle cuisine à la pointe de la technologie. Oui, chef, raisonnait alors que son équipe, tous nouveaux et tous payés un salaire décent plus avantage, dressait la nourriture avec vitesse et article à l'avant. Chloé, dans un tailleur élégant et net, ses cheveux en un chignon professionnel, se déplaçait dans la salle à manger avec la confiance d'un PDG. Elle n'était pas juste une directrice, elle était un leader. Elle offrit une bouteille de vin à un couple pour leur anniversaire. Elle aida un serveur à débarrasser une grande table. Elle était partout, ses yeux brillants, son sourire authentique. Monsieur Henry était à sa table habituelle. La table 9. Ce n'est plus habituel, n'est-ce pas? Dit-il à Chloé en faisant un clin d'œil. C'est mieux. C'est bon de vous voir, monsieur Henry, dit Chloé. Le pain à l'ail habituel est en route, offert par la maison, en permanence. Et à une table calme dans le coin étaient assis Sophie et Arnaud de Castries. Ils n'étaient pas habillés comme des investisseurs. Ils étaient juste un couple sorti dîner. Sophie portait une robe bleue simple et élégante. Arnaud un blazer décontracté. Ils se tenaient la main sur la table. « Tu l'as fait, Sophie », dit Arnaud en regardant autour de la salle. « C'est vivant. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle. Nous leur avons donné le terreau. Ce sont eux qui poussent. » Un serveur, un jeune homme aux yeux brillants qui avait l'air sincèrement heureux d'être là, approcha. « Monsieur et Madame de Castries, le chef Étienne a envoyé ceci pour vous. » Avec ses compliments, il plaça un plat entre eux.
C'était une petite interprétation moderne et exquise d'un homard thermidor. Sophie saw it. C'est magnifique. Alors, dit Arnaud en prenant une bouchée. C'était une acquisition compliquée. Les de Grandlieu ont déclaré faillite. Je sais, dit Sophie, son visage sobre un instant. J'ai lu à ce sujet. Marcus de Grandlieu. Il a tout perdu. La maison, les voitures, tout. C'est ce qui arrive, dit Sophie, quand on construit une maison sur du sable. Le karma, Arnaud, est une. Eh bien, tu sais. Et Victoire? Demanda Arnaud. Victoire, dit Sophie, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai reçu une lettre d'elle. La semaine dernière. J'ai fait quelque chose après que nous ayons repris la dette. Je l'ai examinée. Tu l'as examinée? J'ai vérifié ses finances. Elle n'était pas seulement la fille de son père. Elle était sa victime. Il contrôlait toute sa vie à travers son fonds fiduciaire. Quand il a coulé, il a vidé ses comptes. Il l'a laissé sans rien. Pas même une carte de crédit. Bon sang, dit Arnaud. C'était un monstre, Sophie, ne la plains pas. Je ne la plains pas, dit Sophie. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai appelé un ami à moi au Marriott. Celui où Chloé postulait. Les yeux d'Arnaud s'écarquillèrent. Sophie, tu n'as pas fait ça. Elle devait trouver un travail, Arnaud. Elle n'avait aucune compétence, aucune référence, rien. Alors, Victoire de Grandlieu, dit Sophie en prenant une gorgée de son vin, est actuellement la stagiaire de nuit à la réception du Marriott de l'aéroport. Et elle ajouta, elle est apparemment très douée pour ça. Arnaud fixa sa femme. Elle travaille? Un vrai travail? Apparement, dit Sophie. Quand on enlève la terreur et le sentiment de droit divin, elle est incroyablement organisée et elle est terrifiée à l'idée d'échouer. Elle m'a remercié dans sa lettre. Elle a dit, vous ne m'avez pas sauvé. Vous m'avez poussé, et je vous ai détesté pour ça, mais je vais bien, et je n'ai jamais été ça avant. Arnaud resta silencieux un long moment. Il secoua la tête, un regard de profonde admiration sur son visage. Sophie de Castries, tu n'achètes pas juste une entreprise. Tu la sauves. Tu sauves tout le monde, même les méchants. Tout le monde mérite une chance de passer la serpillière, Arnaud, dit Sophie en souriant. Même si c'est la leur. Une jeune femme dans un chemisier simple s'approcha de leur table. Elle était nerveuse. Madame de Castries. Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Valérie. Je viens du programme Nouveau Départ. Celui que votre entreprise finance pour les gens qui se remettent sur pied. Le visage de Sophie s'adoucit. Oui, bien sûr. Valérie, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je commence juste en cuisine demain comme apprenti. Le chef Étienne m'a embauché, et je voulais juste vous remercier pour cet endroit, pour la table des moineaux. Pourquoi la table des moineaux? Demanda Arnaud à sa femme après que la jeune Valérie se fut éloignée, le visage brillant d'espoir. Parce que, dit Sophie en serrant sa main. L'illusion dorée. C'était tout à propos de la cage. Tout cet or et toute cette pourriture. Je voulais juste un endroit où même les moineaux, les petits oiseaux ordinaires de tous les jours, pouvaient venir et se sentir en sécurité. Un endroit où ils pouvaient avoir un siège à la table. Arnaud leva son verre à la table des moineaux. Et à sa fondatrice. À nous, dit Sophie, et ils trinquèrent au milieu d'un restaurant bruyant, heureux et bienveillant alors que la ville s'agitait dehors, pleine de cages qui n'avaient pas encore déverrouillé. L'histoire de la table des moineaux devint une légende dans le monde culinaire. Ce n'était pas juste un restaurant, c'était une révolution. C'est devenu une étude de cas HEC, le modèle Castries, sur la façon dont l'empathie, un salaire décent et traiter le personnel comme des partenaires n'était pas juste gentil, c'était rentable. Le chef Étienne gagna une étoile Michelin, non seulement pour sa nourriture, mais pour sa durabilité, pas de ses produits, mais de ses gens. Chloé, la serveuse autrefois terrifiée, devint l'une des restauratrices les plus respectées de la ville. Elle devint finalement partenaire junior dans la nouvelle division d'hospitalité éthique du groupe Castries, ouvrant des concepts moineaux dans tout le pays, sortant des milliers de personnes de l'illusion dorée de leur propre vie. Monsieur Henri mangea gratuitement pour le reste de sa vie. Il devint le grand-père non officiel du restaurant. Et quand il décéda, sa table habituelle, la 9, fut retirée avec une simple plaque en laiton. La chaise Henri, il reconnaissait une bonne chose quand il la voyait. Martin Delacroix, le directeur viré, disparut. La rumeur disait qu'il gérait un fast-food dans une autre région. C'était un homme qui suivait,
et il avait simplement trouvé une nouvelle personne moins exigeante à suivre. Et Victoire? Un an jour pour jour après l'incident, le téléphone sonna à la table des moineaux. Chloé, qui travaillait sur le livre de réservation, répondit. La table des moineaux. Chloé à l'appareil. Chloé. La voix était hésitante, usée, mais incomparable. Victoire. Silence. Je suis en ville, dit Victoire. Pour une conférence de gestion pour le Marriott. J'ai eu une promotion. Felicitations, dit Chloé. Et elle fut surprise de constater qu'elle le pensait. Je me demandais juste, pourrais-je avoir une table ce soir juste pour une personne? Chloé regarda le livre. Ils étaient complets pour 6 mois. Victoire, dit Chloé. Nous sommes complets. Oh. La voix de Victoire tomba. Oh, bien sûr je comprends. Stupide. Désolé j'ai dérangé, mais... Chloé dit, je pense que je peux glisser une vieille connaissance. 19 heures au bar. Merci, Chloé, chuchota Victoire. Merci. Ce soir-là, Victoire de Grandlieu entra à la table des moineaux. Elle était différente. Ses cheveux étaient d'une coupe simple et sensée. Son tailleur était correct. Correct genre grand magasin, pas Chanel. Elle s'assit au bar. Elle avait l'air humble. Elle commanda la salade maison et une eau gazeuse à la grenade. Chloé l'observait de l'autre côté de la pièce. À la fin de son repas, le barman lui tendit l'addition. Victoire, grimaçant un peu au prix, c'était toujours un restaurant cher, sortit sa propre carte de crédit. Le barman la passa. Et je suis désolé, madame. C'est refusé. Le visage de Victoire devint blanc comme un linge. Quoi? Non. C'est Ma paille. Ça doit être une erreur. Elle fouillait, ses yeux écarquillés d'une nouvelle sorte de panique. La panique d'une personne normale. Chloé s'approcha. Y a-t-il un problème? Sa carte, dit le barman. J'ai du liquide, dit Victoire, creusant dans son sac. Mais elle n'avait que 23 €. Chloé regarda Victoire, le monstre. La brute, la directrice stagiaire. Chloé plongea la main dans sa poche. Elle sortit une simple carte de crédit noir. Elle la tendit au barman. Mets-le sur mon ardoise. Chloé, non. Je ne peux pas, bégaya Victoire. Chloé la regarda. Victoire, c'est bon. Bienvenue à la table des moineaux. Celui-ci est offert par la maison. Victoire regarda la femme qu'elle avait tourmentée. La femme qui tenait maintenant son destin entre ses mains. Et Victoire de Grandlieu, pour la 2e fois de sa vie, éclata en sanglots. Mais ce n'étaient pas des larmes de rage ou d'humiliation. C'étaient des larmes de gratitude. Merci, chuchota-t-elle. Ne me remercie pas, dit Chloé, faisant écho à une phrase qu'elle avait entendue il y a un an. Sois juste meilleur. Et laisse un pourboire à ton barman. Les 23 € iront très bien. Chloé s'éloigna. De la table du coin, Sophie et Arnaud, qui observaient, levèrent leurs verres. Ils n'avaient pas sauvé une méchante. Ils avaient peut-être juste vu une humaine. L'illusion dorée était morte. La table des moineaux était vivante. Et la note avait été réglée en totalité. Et voilà. L'histoire de l'illusion dorée est terminée. Mais l'histoire de la table des moineaux ne fait que commencer. Cela montre bien que vous ne savez jamais à qui vous parlez. La personne que vous négligez, la personne que vous rejetez comme une ordure pourrait bien être la personne qui possède tout le bâtiment. Le karma, comme on dit, a une façon de présenter l'addition. Victoire de Grandlieu l'a appris à la dure. Et Sophie de Castries a prouvé que le meilleur investissement que vous puissiez jamais faire est dans les gens. Qu'avez-vous pensé du destin final de Victoire? Pensez-vous qu'elle méritait sa seconde chance? Faites-le nous savoir. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de karma, n'oubliez pas d'être gentil. Vous ne savez jamais qui mène une évaluation secrète.